L'information continue sur Al24 News. Bienvenue au journal de 17h à la une de l'actualité. La crise bat son plein entre Alger et Paris qui s'engagent dans une nouvelle provocation. L'Algérie convoque l'ambassadeur français et alerte sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocain. À la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue les réalisations de la femme algérienne dans tous les domaines. Génocide à Gaza, 2 Palestiniens tombent en martyrs à Choujaïa en pleine période de trêve, alors que les camps de réfugiés en Cisjordanie subissent l'une des pires escalades sionistes. En France, un ancien patron des services de renseignement condamné à 4 ans de prison ferme dans une affaire d'espionnage au profit du milliardaire et propriétaire du groupe LVMH, Bernard Arnault. Et puis dossier Ramadan 2025, zoom ce soir sur les palais algériens, véritable trésor, témoin de l'histoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounes Magraman, a appelé lors d'une audience l'attention de l'ambassadeur français en Algérie sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine. Au nom évocateur de Chelgui 2025, cette nouvelle provocation à l'égard de l'Algérie fait office de nouvel épisode dans l'escalade menée par Paris contre l'Algérie. Énième provocation étrangère vis-à-vis de l'Algérie. Cette fois-ci, le Maroc et la France s'y mettent à deux et s'engagent sur un terrain glissant qui menace la stabilité régionale. Alger hausse le ton face au projet d'exercice militaire dit Chelgui 2025 que Paris et Rabat comptent organiser en septembre prochain dans la région de Rachidia, à quelques encablures seulement des frontières ouest algériennes. Dans un communiqué officiel, le ministère algérien des Affaires étrangères qualifie ces manœuvres de provocatrices et met en garde contre une escalade des tensions. C'est dans ce contexte d'escalade contre l'Algérie que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounes Magraman, a reçu hier l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Le diplomate algérien a fait part aux représentants français de la position ferme d'Alger, en précisant que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Magraman ajoute qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité. La diplomatie algérienne insiste sur la nécessité de clarification officielle de la part de la France, tout en réaffirmant la vigilance d'Alger face à toute atteinte à sa souveraineté. Selon Alger, ces manœuvres s'inscrivent dans un contexte de relations tendues avec Paris et Rabat. L'Algérie considère ce déploiement militaire à proximité de son territoire comme une menace pour sa sécurité nationale et un signal hostile. Alors que le Maroc s'est depuis longtemps engagé sur le chemin de la déstabilisation régionale via la promotion de l'expansion territoriale et les alliances avec l'entité sioniste, la France semble se perdre dans ses petits calculs d'hégémonie perdue sur la région sahélienne. Marquée par des tensions alimentées depuis des semaines par des officiels et des gazettes parisiennes, les relations entre Alger et Paris restent tendues. Au moment où toutes les tentatives d'intimidation de la France à l'égard de l'Algérie échouent, la malveillance française semble atteindre une nouvelle dimension au péril de la pérennité des relations bilatérales. Et pour un éclairage dans cette affaire, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis Marseille Yeferi Benzarga. Vous êtes analyste politique, membre du CNASPS. Bonsoir Yeferi. Il semblerait que Paris ait choisi la voie de l'escalade régionale en s'engageant dans de telles manœuvres qui représentent une menace directe à l'égard de l'Algérie. Merci pour votre invitation. Bien entendu, cela fait partie du climat de tension actuel avec Paris. Mais cela démontre aussi le double langage du président Macron, puisque il y a quelques jours, il a en quelque sorte remis les pendules à l'heure vis-à-vis de son ministre de l'Intérieur, mais étant chef suprême des armées, avec cet exercice Chelgui 2025, il donne une autre version des choses, comme quoi il est aussi partie prenante de l'escalade.
Et puis, je dirais que c'est une provocation directe vis-à-vis de l'Algérie. Je dirais que la France cherche actuellement à pousser le bouchon encore beaucoup plus loin. Au lieu de venir essayer de jouer à la guerre face à une armée solide, une armée qui est garante de la stabilité régionale et continentale, au lieu de venir jouer à la guerre avec une armée makhzénienne qui n'arrive même pas à affronter face à face l'armée sahraoui qui se cache derrière un mur de la honte et qui se cache derrière des drones pour attaquer les Sahraouis, la France ferait mieux quand même de venir en Algérie pour nettoyer ses déchets nucléaires dont elle détient les cartes et aussi indemniser les victimes. Alors, je l'inviterai à utiliser ses moyens humains et matériels pour venir nettoyer les déchets qu'elle a laissés, les déchets nucléaires qu'elle a laissés en Algérie, au lieu d'essayer de jouer à la guerre à nos frontières. Merci Yeferi Banzarga pour cet éclairage. Je rappelle que nous vous retrouverons juste après ce journal dans le cadre de l'échiquier international. Dans l'actualité nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité via un message la femme algérienne à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Le chef de l'État algérien a salué dans son message les femmes algériennes qui célèbrent leur journée internationale dans une Algérie déterminée, capable de réaliser une renaissance globale inspirée par l'esprit de défi, de victoire, des luttes des femmes, de grandes femmes, des résistances dont la vie reste gravée dans les mémoires et leur héroïsme dans la défense de la patrie. L'Algérie prend part ce vendredi aux travaux de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah, en Arabie Saoudite. La délégation algérienne est présidée par le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Cette réunion sera consacrée, entre autres, à l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien, ainsi qu'aux tentatives visant à organiser son déplacement forcé de ces terres. À cette occasion, Sofiane Chaïb tiendra également des rencontres avec les membres de la communauté nationale algérienne établie en Arabie Saoudite. Dans l'actualité, en Palestine occupée, au moins 2 martyrs sont tombés ce vendredi dans la région de Choujaï, à l'est de la bande de Reza, à la suite d'une frappe de drone ayant ciblé un regroupement de civils. Rappelons que ces attaques meurtrières de la part des forces sionistes interviennent en pleine période de trêve et constituent de ce fait une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur à Reza depuis le 19 janvier dernier. Le président américain Donald Trump a confirmé jeudi que les États-Unis avaient bel et bien des discussions avec le Hamas au sujet des captifs sionistes et américains. La confirmation de ces négociations par le locataire de la Maison-Blanche intervient au moment où le président américain lançait des menaces d'escalade contre la bande de Reza. We are helping Israel in those discussions. We are having discussions with Hamas. Nous avons des discussions avec le Hamas. Nous aidons Israël dans ces discussions parce que nous parlons des captifs israéliens. Et nous ne faisons rien pour le Hamas. Nous ne leur donnons pas d'argent. Nous ne donnons pas 6 milliards de dollars quand vous entendez des autres administrations donner. En fait, j'ai fait sortir 59 captifs et nous n'avons rien donné. Sur 59, nous n'avons rien donné. De son côté, le mouvement Hamas a mis en garde contre toute tentative d'escalade contre le peuple palestinien à Reza par la voix du porte-parole de sa branche militaire, Abou Obeida. Le Hamas a déclaré que les menaces de guerre, de siège et de famine proférées par l'ennemi contre le peuple palestinien sont un crime de guerre odieux. Les menaces de guerre, de siège et de famine proférées par l'ennemi contre notre peuple est plus d'être un crime de guerre odieux et une marque honteuse sur le front de tous les défenseurs de l'humanité au sein de la communauté internationale. Ne feront que décevoir cet ennemi et n'entraîneront pas la libération de ses otages.
La menace d'un retour à la guerre et au combat ne fera que nous pousser à nous préparer à briser ce qui reste du prétendu prestige de l'armée ennemie. Et nous sommes dans un état de préparation accrue en prévision de toutes les éventualités. En Cisjordanie occupée, ils étaient pas moins de 90 000 fidèles musulmans à s'être rendus dès les premières heures de ce vendredi à Al-Quds pour effectuer la première prière du vendredi durant le mois sacré du Ramadan, ce alors que de nouvelles mesures de restriction mises en place par l'entité sioniste à l'image de la limitation d'âge pour l'accès à la mosquée sainte ont caractérisé cette journée. Checkpoint renforcé, contrôle et fouilles systématiques. Les forces sionistes ont mobilisé pas moins de 3000 soldats pour rendre l'accès à la mosquée Al-Aqsa presque impossible en cette journée de vendredi. Des centaines de fidèles venus de l'extérieur d'Al-Quds ont par ailleurs été empêchés d'y accéder. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a rappelé ce vendredi que les forces d'occupation sionistes n'ont aucune autorité ni aucun droit de restreindre l'entrée des fidèles musulmans palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa sous quelque prétexte ou justification que ce soit. Et c'est une première semaine de Ramadan passée sous le signe de l'escalade. La Cisjordanie occupée subit depuis près de 2 mois des agressions et des violences permanentes de la part des forces sionistes. Elles ciblent en priorité les camps de Jenin, Toul-Karam, mais aussi Naplouse, en totale violation des règles du droit international. Le bourreau sioniste poursuit son agression en Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation sionistes ont attaqué ce vendredi plusieurs mosquées de la vieille ville de Naplouse, empêchant la tenue de la prière d'El-Fajr et arrêté 3 Palestiniens lors d'une incursion dans la ville. Comme documenté par ces images, les soldats d'occupation sioniste ont saccagé plusieurs mosquées, dont celle d'Assatoun, la mosquée Ajaj, la grande mosquée Salah ad-Din, la mosquée Tina, la mosquée An-Nasr et la mosquée El-Beik, toutes situées dans la vieille ville. Le ministère palestinien des Affaires religieuses et des Waqf a fermement condamné ces incursions, les qualifiant d'escalade sans précédent puisqu'elles ont lieu en plein mois de Ramadan. La diplomatie palestinienne a par ailleurs dénoncé une violation flagrante des valeurs religieuses et une atteinte au droit de culte. Ces incursions dangereuses, tant par leur ampleur que par leur calendrier, sont une mesure de l'occupation sioniste visant à profaner les lieux saints, souligne le ministère dans un communiqué. Le ministère a appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à intervenir pour mettre un terme à ces violations, soulignant qu'en plus d'être des lieux de culte, ces mosquées sont des monuments historiques et culturels menacés par l'agression sioniste en cours. D'autre part, l'armée d'occupation sioniste a démoli hier plusieurs maisons et en a brûlé d'autres dans le camp de réfugiés de Jenin. Des images et vidéos ont également montré des fumées s'élevant des maisons du camp alors que le siège et l'agression se poursuivent pour le 46e jour consécutif. Du côté de la ville de Turkalem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, l'agression sioniste se poursuit pour le 40e jour consécutif, entraînant des démolitions de maisons marquées par une montée sans précédent des violences à l'égard des habitants du camp de Nour al-Shams. Et de son côté, la Chine réitère son attachement à l'indépendance de la Palestine en insistant sur l'importance de protéger son intégrité territoriale et en soutenant la solution à 2 États, s'exprimant lors d'une conférence de presse en marge de la session annuelle en cours de la 14e Assemblée populaire nationale à Pékin. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a par ailleurs affirmé que Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien. Un mot sur la situation
au Liban, autre pays de la région faisant face à une agression sioniste directe. La Banque mondiale a en effet insisté et déclaré que la restructuration et le redressement du pays à la suite de cette agression coûteront environ 11 milliards de dollars selon un rapport publié aujourd'hui par l'institution financière américaine. Dans l'actualité africaine, la situation humanitaire qui ne cesse de s'aggraver au Soudan, l'Organisation internationale pour les migrations a révélé que près de 4700 familles ont été contraintes de fuir leur foyer en seulement 2 jours dans l'état du Nord Darfour à l'ouest du pays, en raison de l'intensification des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Comment une France en perdition en matière de budget pourrait-elle mobiliser davantage de fonds pour augmenter le budget de la défense au profit d'une Europe lâchée par son allié américain? L'exécutif français assure que la priorité est au réarmement sans toucher au modèle social, une gymnastique contraignante pour un pays accusant déjà plus de 3 200 milliards d'euros de dette extérieure. Hausse du chômage, insécurité et finances en très mauvaise posture, causant la baisse progressive du niveau de vie des Français, la situation en France ne fait que s'aggraver. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, n'ayant en tête que l'Ukraine, vient d'annoncer vouloir mobiliser des fonds privés et publics pour le financement du budget de la défense qui ne fait que s'alourdir. Alors que la dette nationale française au deuxième trimestre de 2024 s'élevait à plus de 3 228 milliards d'euros, soit plus de 112% du PIB, et que le déficit budgétaire était de 156,3 milliards en 2024, le spécialiste du budget de la défense au Sénat a déclaré ne pas savoir où trouver l'argent. Mais Matignon se pencherait vers les épargnes de la population pour puiser ses finances, comme l'encourage le ministre des Armées françaises, et qui estime que le budget de la défense pourrait atteindre les 90 milliards d'euros par an, soit presque le double du budget actuel. Emboîtant le pas à son chef, le Premier ministre français François Bayrou avait exprimé sa volonté de donner la priorité à la défense. On va le faire, sans rien abandonner. Le modèle social fait partie de l'identité française. Il n'y a pas de priorité donnée à la défense? Il n'y aura pas de priorité donnée à la défense? Bien sûr que si. Vous voyez bien qu'il s'agit non seulement de donner priorité à l'accomplissement de la loi de programmation militaire, mais aller au-delà pour une loi de réarmement. Bayrou a affirmé aujourd'hui qu'un emprunt national ou qu'une forme de placement national comme un livret d'épargne dédié étaient des possibilités pour augmenter les dépenses militaires. Réarmer la France sans affaiblir davantage des finances publiques déjà dans le rouge, en appelant au courage de la population, une situation à la gymnastique difficile qui pousse le gouvernement français dans ses derniers retranchements. Surtout après le plan voté hier au Conseil européen d'un montant de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe pourrait bien mettre en péril la Ve République. À gauche, l'opposition crie déjà au scandale. Le président du groupe écologiste, Guillaume Gontard, demande que l'économie de guerre brandie par le président français se concrétise sous la forme d'un patriotisme fiscal bien plus exigeant envers les plus fortunés. Nous restons en France où les suites judiciaires de l'affaire LVMH font beaucoup de remous. L'ancien chef de la direction centrale du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été condamné ce vendredi à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris. Squarcini, connu pour être l'homme de l'ombre de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, était accusé d'avoir profité de ses réseaux pour obtenir des informations confidentielles et des privilèges au bénéfice notamment du PDG de LVMH, Bernard Arnault, en ayant recours à de l'espionnage au détriment du député reporter François Ruffin. À noter que la partie ferme de sa peine de prison s'effectuera sous bracelet électronique. Parlons économie à présent avec ces nombreuses annonces faites par le président américain Donald Trump au sujet de sa politique commerciale qu'il compte mener à coups de barrières douanières. Panama, Canada, Chine ou encore Groenland, la méthode Trump risque selon les experts de chambouler un ordre économique mondial déjà bien fragile.
Les revendications territoriales de Donald Trump révèlent une approche de la politique internationale qui privilégie l'intérêt américain avant tout, au détriment de l'équilibre économique et commercial mondial. L'une des déclarations les plus frappantes de Trump a été sa proposition de récupérer certaines régions du Canada, le Groenland, comme il n'a pas non plus hésité à réclamer le canal de Panama. Je peux dire à Trump qu'il est fou. Il ne peut pas prendre le canal parce que le monde entier le regarde. Les choses ne se font pas par la force. Il doit négocier les accords sur le canal. On ne peut pas prendre le canal par la force. S'il le prend, il va faire du monde son ennemi. Si la realpolitik peut être efficace dans certains contextes, elle comporte aussi des risques lorsqu'elle est poussée à l'extrême. Restrictions douanières, bras de fer commercial, barrières à l'entrée, la recette Trump ne fait beaucoup de place à la concurrence. La Chine a rapidement riposté aux nouveaux tarifs douaniers américains, annonçant des hausses de 10 à 15% des taxes d'importation. L'ordre mondial d'hier n'est donc pas celui d'aujourd'hui. Compte tenu des mesures prises par les États-Unis, notamment les droits de douane imposés à la Chine et les problèmes liés à l'Ukraine, nous assistons en réalité à un changement fondamental vers un nouvel ordre. Nous ne comprenons pas vraiment de quoi il s'agit pour le moment. Pour exemple, l'Europe va essayer de se rapprocher de la Chine et des autres alliés des États-Unis, comme le Japon et l'Australie. La Chine va également essayer de se rapprocher de ses alliés en leur proposant ses marchés, mais aussi ses produits. Exaspéré par les annonces de la Maison-Blanche, le voisin canadien emboîte le pas à la Chine et décide de porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre des droits de douane à hauteur de 25%. Pour les observateurs, la vision trumpiste du commerce international s'inspire d'une gestion unilatérale et souvent antagoniste des affaires internationales, laissant entrevoir une politique étrangère qui ne prend pas toujours en compte les subtilités et les dynamiques diplomatiques régissant les relations internationales à tous les niveaux. Conflit en Ukraine. Après ces dernières sorties médiatiques fracassantes, le président américain Donald Trump estime que Kiev et Moscou n'ont d'autre choix que de travailler ensemble à un accord de paix. Je pense que ce qui va se passer, c'est que l'Ukraine veut conclure un accord parce que je ne pense pas qu'elle ait le choix. Je pense aussi que la Russie veut conclure un accord parce que d'une certaine manière, d'une manière différente que moi seul connais, elle n'a pas le choix non plus. Allez, la suite de notre série de reportages consacrés au Ramadan 2025. On vous emmène aujourd'hui à la découverte du palais Ahmed Bey à Constantine, à l'est du pays, première destination touristique de la ville, des ponts suspendus en Algérie. Safouane Ben Sabri et Abdelbasset Ben Mousli pour la visite guidée. Il y a près de 2 siècles, le dernier bey de Constantine achevait son nouveau palais, une œuvre architecturale dont la construction a nécessité 10 ans de labeur avant d'être finalisée. Mais Ahmed Bey n'a pu y prendre demeure que pour une courte durée. En 1830, la France coloniale débarque en Algérie, ce qui contraint Ahmed Bey à prendre les armes. Direction Alger. Malgré les heures troubles durant lesquelles le palais a vu le jour, il a réussi à traverser les âges. 190 ans plus tard, il est la destination touristique la plus prisée de la ville au pont suspendu. Chaque année, le lieu accueille plus de 46 000 visiteurs, dont bon nombre d'étrangers venus des 4 coins du monde, de l'Italie à la Chine en passant par les États-Unis. Bien sûr, c'est la première destination touristique par excellence à Constantine et en Algérie. Cette année, on a fait plus de 46 000 visiteurs entre les locaux, les étrangers de différentes nationalités, les Chinois, les Japonais, les Russes, les Italiens et ainsi de suite.
Un palais si bien conservé qu'il transporte les voyageurs dans une époque lointaine. Les fresques, les jardins, les allées, les salles racontent en silence la vie d'une ère révolue. Oui, c'est un palais merveilleux. C'est ma première fois ici, mais je ne pense pas la dernière. Et j'ai aimé beaucoup voir la vie quotidienne, surtout la partie muséale. Et même tous les fresques, les dessins, les colonnes. C'est tout un grand palais, vraiment très, très, très intéressant pour connaître l'histoire de Constantine et même, je pense, de l'Algérie. L'attrait touristique du palais permet aux guides locaux de faire découvrir aux étrangers la destination constantinoise et son palais bientôt 2 fois centenaire. Les 2 dernières années ont été caractérisées par une forte affluence des touristes internationaux, des Italiens, des Français, des Hollandais, d'Allemagne et de toute l'Europe. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir un groupe d'Italiens qui ont été émerveillés par le palais, son architecture et même son histoire. Nous encourageons tous les touristes étrangers à visiter Constantine, son histoire, sa culture et ses paysages. Constantine est une des villes les plus visitées d'Algérie. Le palais du Bey, diamant sur l'écrin de la ville, n'y est pas pour rien. C'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Restez avec nous, nous vous retrouvons dans un tout petit instant pour l'échiquier international.